Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner de la lumière sur ce vers quoi nous allons. J'invite donc Thierry Ménissier, philosophe, à nous donner des points de repère sur tout ce programme. De l'Isère, Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère, merci beaucoup, chère Véronique. Merci pour cet accueil, à vrai dire très périlleux, n'est-ce pas? Ce lancement est des plus inquiétants. On appelle le philosophe à faire la lumière. Je ne suis pas un spécialiste du vieillissement, mais je vais essayer de le faire. Donc quelques mots en effet d'inspiration, puisqu'il me semble que la philosophie est susceptible de le faire. Alors, comme indiqué sur cette diapo de présentation, moi, je suis un philosophe qui s'intéresse aux technologies et qui essaie d'apporter un regard d'abord en termes de philosophie ou de sciences politiques et ensuite d'éthique. Je suis rentré dans ce type de sujet par le biais de l'innovation, qui, comme chacun sait, est un art de combat très pratiqué à Grenoble. Remarquablement pratiqué. Il suffit de voir les intervenants qui sont ici et les partenaires que Véronique, avec son art de chef d'orchestre, a réussi à rassembler au fil de ces années. Donc, je suis très heureux d'être ici parmi vous parce que, étant spécialiste de l'innovation et étant devenu responsable d'une chaire éthique et intelligence artificielle dans le cadre de l'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble, vraiment, c'était un lieu où ça vaut le coup de risquer un peu une parole de type philosophique, en effet. Moi, il me semble, c'est pour ça que j'ai accepté à la fois de m'engager dans la question de l'innovation il y a une dizaine d'années, et maintenant dans un programme d'éthique IA, parce que si je ne suis pas spécialiste de vieillissement, je ne suis pas non plus informaticien ni éthicien. Ça commence à être suspect, n'est-ce pas? Il n'en demeure pas moins que, vous allez voir, les choses s'éclairent à partir du moment où on doit admettre avec un peu d'humilité, et Grenoble est un lieu extrêmement privilégié pour admettre cela, que en fait, la situation actuelle est tellement bizarre qu'il faut admettre que nous n'avons pas la philosophie qui correspond à nos technologies ni à nos usages. Et à vrai dire, vous voyez, en termes de philosophie politique de l'innovation, d'éthique de l'intelligence artificielle, il faut descendre d'un cran et se dire, mais quelle philosophie de la technique est la nôtre? Et ce n'est pas clair du tout, ça, en fait. C'est là-dessus que je travaille, à vrai dire. C'est là-dessus que je travaille depuis des années. Et dans le cadre, vous voyez, de l'université, à Grenoble IAE, l'Institut public de management, dans le cadre de l'Institut philosophique de Grenoble, qui est mon équipe de rattachement en termes de chercheurs, et bien entendu, le MIAI qu'on a évoqué et la chaire éthique et IA. Alors, cela dit, vous voyez, si je dis les choses de manière un peu plus dramatique, j'ai plusieurs façons de présenter ce problème-là. Je vais le présenter par le biais du concept de mon regretté confrère, Bernard Stiegler, qui est mort il y a un peu plus d'un an. Stiegler parlait dans un de ses livres de 2016 de disruption. Alors, ce terme de disruption, il y a plusieurs manières de l'entendre. Lui, il l'entendait de la manière dont je vais vous préciser dans une minute. Mais vous voyez, le sous-titre proposé par l'éditeur, les éditeurs, ils sont forts dans le marketing, comment ne pas devenir fou. Alors, j'en ai parlé à Stiegler, je dis, mais enfin, ton titre là, bon, ok, mais ton sous-titre, il me dit, non, mais en fait, c'est l'éditeur, en effet, c'est un truc d'éditeur, mais d'un autre côté, en effet, comment ne pas devenir fou? Eh bien, en fait, la folie vient, selon la thèse stiglerienne, la définition stiglerienne de la disruption, disruption, qui veut juste dire en anglais quoi? Rupture. Alors que Stigler en fait, à partir de la sémantique anglaise, il resémantise philosophiquement, il en fait un concept. Concept intéressant, la disruption stiglerienne désigne cette situation dans laquelle, je crois, nous sommes, et qu'on peut bien percevoir avec courage ici à Grenoble, avec le côté multi-acteur de l'élaboration scientifique et sciences humaines et sociales autour des technologies. Nous avons des technologies, tant et plus. Il y a une dynamique de l'innovation technologique. Il y a même du progrès scientifique et technologique. Voilà. Il y a des usages, là encore, tant et plus. Ils sont même totalement, radicalement, parfois innovants. On innove par les usages, ça s'appelle le UX design. Voilà, donc, mais enfin, quel sens ça a tout ça? Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Étant entendu justement, le niveau de performance des technologies et des usages, on se trouve au-delà de toutes les représentations traditionnelles. C'est-à-dire, on ne sait plus ce que c'est que naître, on ne sait plus ce que c'est qu'être assisté par la machine, on ne sait plus ce que c'est que vieillir et mourir. Il n'y a plus de limite.
Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de concept. Alors, c'est une situation à la fois totalement normale, vu la performance de tout ça, et totalement inquiétante, quoi. Alors, en fait, moi, je me méfie un peu de cette thèse. C'est pour ça que j'ai mis à côté, vous avez tous reconnu le manga grec, c'est Prométhée. En fait, Stigler avait une vision prométhéenne de la technologie. Et d'ailleurs, dès ses premiers livres, remarquable, hein, il a un parcours tout à fait étonnant, cet auteur. C'est un vrai philosophe, hein, vraiment étonnant. Une vie pleine d'aventures. Il a fait de la prison, par exemple, Stigler. Vous savez peut-être, non? Un philosophe sérieux, il est passé en prison. Et, donc, en prison, il s'est mis à faire de la philosophie et il a élaboré une philosophie tragique à partir du mythe de Prométhée. C'est son premier livre, d'ailleurs, sur Prométhée. Alors, il a une vision prométhéenne de la technologie. Vous vous souvenez, la technologie, c'est intéressant de le rappeler quand même pour les Grecs qui étaient des sages, on va en parler dans une minute, la technologie, elle est héritée des dieux. Ce n'est pas quelque chose que les humains peuvent manipuler facilement, hein. Il y a plein de mythes comme ça. Il y a le mythe du golem, par exemple, hein, réactivé par le mythe de la créature du docteur Frankenstein. C'est un mythe juif. Mais le mythe grec, c'est Prométhée, c'est-à-dire en fait celui qui a volé le feu et les arts techniques à Héphaïstos et à Athéna. Il est puni par Zeus, hein, sur le mont Caucase, et tous les jours, il y a un oiseau, un vautour, qui vient lui manger le foie. Vous vous souvenez? Voilà. Puis le foie, il repousse et ça recommence tous les jours. C'est cher payé la techno, hein. Voilà. En tout cas, c'est assez dangereux. Voilà ce que voulait dire Stigler. Le concept de disruption est intéressant. Je présente des fois une autre diapo avec Lee Sedol, vous savez, le joueur de Go, qui a été battu par AlphaGo, qui depuis a pris sa retraite. Il a pris sa retraite parce qu'il ne peut pas gagner. Alors, il a du pot, il peut prendre sa retraite, lui. Mais nous, on ne peut pas prendre notre retraite. Nous, les spécialistes investis du sens de la technologie et des usages, on ne peut pas prendre notre retraite, il faut qu'on s'y colle, quoi. Voilà, donc du coup, finalement, devant tellement d'interrogations, vous voyez, on va dire, mais où est-ce qu'on va? Je pense qu'il faut, il faut assumer un certain nombre de discours fatigants qui nous expliquent que la vie peut être 3-0. Vous voyez, j'ai pris ce schéma pour le. Vous voyez pas, mais c'est un homme qui renaît de données numériques. Il y a des datas qui nous permettent de renaître. Voilà. Le docteur Laurent Alexandre, dont vous avez peut-être lu les livres et essuyé les discours, nous garantit que il y a la guerre des intelligences, mais qu'on peut devenir immortel. Vous vous souvenez, non ou pas? Autant de discours assez fatigants qui, je crois, sont des symptômes du fait qu'il y a un affolement généralisé. Cet affolement généralisé, il signale surtout ce qu'il ne faut pas faire, je crois. Il ne faut pas s'affoler et il faut arrêter de croire qu'on est en guerre, enfin du moins avec les technologies, et arrêter de croire qu'on va devenir immortel grâce à elles. Voilà. À mon avis, il faut arrêter ça, quoi. Et penser l'habitat de demain avec l'IA pour le vieillissement, à mon avis, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant comme lieu réaliste, tangible, où on peut s'entendre de manière donc partenariale à partir de points de vue et d'intérêts qui sont évidemment différents. Voilà. Et je pense que c'est ce que Véronique, je le redis, réussit vraiment à faire. Et moi, je suis très, très honoré d'être ici. Alors, comment faire? Simplement, du coup, moi, je reviens, j'ai vérifié, hein, c'est ma dernière diapo, vous vous rendez compte? Je reviens à Aristote, quoi. Donc, on va dire, il n'est pas sérieux, ce gars-là, il revient à Aristote. Ouais, enfin, Aristote, il avait écrit sur l'intelligence artificielle. J'ai vérifié ces derniers jours, et même avec le texte grec. Il y a un texte étonnant, mal lu, Politique 1.4, où il dit, en fait, la production, c'est problématique, il faut des esclaves. C'est à l'époque des Grecs, hein, des esclaves. Nous, on a des machines. Et il dit, mais un jour, c'est à peu près certain, que les navettes des métiers à tisser fonctionneront toutes seules. Et peut-être les plectres, vous savez, les trucs avec lesquels on gratte les cordes des sitars ou des guitares, vous savez, les petits objets, fonctionneront tout seuls. Ah ouais, c'est connu, ça s'appelle un synthétiseur, non? Et donc, en fait, il dit, voilà, non, mais il dit, bon, c'est une vision de philosophe, mais et ça ne changera pas tant que ça, il dit, ce qui va se passer. Alors, c'est intéressant, parce que c'est un homme sage qui dit ça. On écrit, là, quand on est Aristote, à 350 avant Jésus-Christ, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et en fait, pourquoi il est sage, cet homme-là? Parce qu'en fait, il a une définition de la technologie extrêmement importante. Ce n'est pas vraiment la technologie, c'est la techné, c'est-à-dire l'ensemble des arts techniques. Donc, aussi bien les métiers, les savoir-faire, l'artisanat. Alors que les objets techniques, si vous voulez. C'est tout un. Il y a un seul concept, c'est très intéressant. On ne peut pas se couper du geste, du coup, chez les Grecs. Il n'y a pas l'objet réalisé et ceux qui le réalisent. Il y a un seul mot pour dire tout ça. Et donc, la techné achève ce que la nature est dans l'impossibilité de mener à son terme. Alors, c'est une phrase révolutionnaire et bouleversante, moi, je trouve. Moi, elle me bouleverse, en tout cas, parce qu'elle renvoie la technique à la nature. Bien entendu, l'ensemble des productions techniques sont artificielles. Ce micro est un artifice, ce pupitre aussi.
Les matières dont est fait le pupitre sont du carbone, donc c'est totalement artificiel. Il n'en demeure pas moins, dit Aristote, avec un courage théorique incroyable, que ça continue notre nature. La technique, et même la technologie, me semble-t-il, relève de la nature humaine. Vous voyez l'idée? On n'est pas en guerre. Ça voudrait dire quoi d'être en guerre contre nos propres artifices? Il y a un problème là. Ce problème, à mon avis, c'est la modernité qui l'a creusé, en faisant de l'humain quelqu'un d'autonome au sens de supposément surhumain, surpuissant. Mais en fait, Aristote nous dit que l'autonomie, ce n'est pas du tout ça. Autre phrase d'Aristote, l'humain, j'extrapole, on dit toujours l'homme est un animal politique, enfin, c'est-à-dire l'humain, anthropos en grec. L'humain est une espèce politique. Politique, c'est beaucoup dire pour quelqu'un qui n'avait pas, enfin des Grecs qui n'avaient pas inventé la notion d'État. Donc, je dirais social. L'humain est une espèce socialisée. Bon, il a inventé les sciences humaines et sociales et l'éthologie. Et un de ses grands livres, c'est sur les animaux, justement, les comportements animaux. L'humain est une sorte d'animal qui définit son autonomie en relation avec les autres. Les autres, aussi bien les êtres techniques qui sont naturels. L'humain définit son autonomie en relation avec les autres humains, en relation avec les vivants, ce que dit Aristote, tous les vivants. Zoon, zoon politikon, ça veut dire être humain social, être vivant social. Hein, et aussi avec les êtres artificiels qui ne sont pas si artificiels que ça. Donc vous voyez, on est aux antipodes d'une vision de l'autonomie grâce à la technologie, qui est une vision qui est l'augmentation. La position du docteur Alexandre, c'est une position d'augmentation. Il défend l'augmentation. Ce fantasme d'augmentation, à mon avis, il est terrible. Il donne le vertige. Alors, on sait bien qu'en innovation, il faut donner le vertige pour lever des fonds. Il y en a qui le font bien. N'est-ce pas? On va aller sur la Lune, ça lève des fonds tout de suite. Je ne sais pas si on ira, mais sur Mars, ça marche encore mieux. Et donc, imaginons un peu que cet Aristote, il dit au contraire, non. La vie réussie, c'est une vie autarcique, pas surhumaine. C'est une vie autarcique avec les siens, dans un contexte aujourd'hui plus global que chez les Grecs, où on compte là-dedans tous les êtres vivants, mais aussi les êtres naturels, une sorte d'harmonie qu'il faut recréer grâce à la technologie, il me semble, ce qui est conforme à ce qu'est la technologie selon Aristote, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre d'accomplir, d'actualiser, de réaliser notre nature. Alors évidemment, la difficulté, c'est à partir de là, vous voyez, quand on a dit tout ça, quand on a purgé le concept de toute puissance qui est bien au cœur de certaines dynamiques technoscientifiques. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on fait? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, nos outils, prenons par exemple l'intelligence artificielle, nos outils, très perfectionnés, qui auront peut-être un jour une forme d'autonomie, d'autonomie propre. Nos outils sont quand même bien des outils. C'est-à-dire qu'il faut donner un sens non pas seulement technologique ou scientifique à la notion d'IA de confiance. C'est une notion technologique ou scientifique qui renvoie à la fiabilité du système. C'est évidemment très important que les informaticiens, les roboticiens conçoivent une IA de confiance au sens où elle serait fiable, évidemment. C'est même la base du sujet. Il n'en demeure pas moins que la notion de confiance, on le sait bien lorsqu'on traite de populations vulnérables, donc les malades, les personnes en fin de vie, ça devient quelque chose de très complexe. Et les sciences humaines et sociales, sociologie, ergonomie, ethnologie, anthropologie, philosophie, éthique et politique, travaillent là-dessus, sur la notion de confiance humaine. Il me semble bien, si vous voulez, que les études les plus récentes sur les populations centenaires, sur les blue points, vous savez, les lieux de la planète où il y a beaucoup de centenaires qui sont étudiés, montrent bien qu'il y a des questions de, vous savez bien, pour être centenaire, il faut faire quoi? Il faut bien manger, des questions d'alimentation, de qualité de vie. Mais regardez bien, à parité, il est question de qualité de l'environnement social. Il y a des centenaires dans les zones où il y a des pratiques sociales qui sont après la vie professionnelle, qui ont du sens pour ceux qui les pratiquent. Et donc, à côté, vous voyez, des bonnes technologies, du bien vivre, il y a les bonnes pratiques sociales. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, je termine là-dessus. Voilà, comme dit mon confrère, le philosophe François Galichet, qu'est-ce qu'une vie accomplie? Je vous conseille de lire ce livre, c'est absolument remarquable. Qu'est-ce qu'une vie accomplie? C'est une vie qui a du sens quand on est un être humain. Ce qui est la question que pose Aristote. La question que pose Aristote, c'est quel est l'écosystème? Quelle est la cité, la polis en grec? Quelle est l'oikia, la maison? Quelle écologie, si vous voulez?
pour que la vie humaine ait du sens. Alors, vous voyez, c'est juste une question de philosophe éthique et politique, mais avec les technologies et avec les partenaires sociaux et culturels, économiques qui sont rassemblés ici, moi, il me semble qu'un sens commun est partagé grâce à cette vieille sagesse grecque qui nous vient quand même d'il y a plus de 2000 ans, peut avoir un sens, vous voyez, et ce que Véronique m'expliquait lors de la préparation de la journée, à savoir le concept d'habitat inclusif, me semble, par exemple, un des concepts extrêmement intéressants pour opérer cette dimension participative que les sciences humaines et sociales, à mon avis, vont devoir accompagner, qu'elles accompagnent déjà, pour que, vous voyez, l'IA de confiance dans le contexte de la problématique du vieillissement ait un sens à travers des usages qu'il faut évidemment concevoir sur le plan technologique. Bon, on a beaucoup de designers, d'ingénieurs, d'informaticiens, de responsables de R&D, industriels, qui sont très compétents, à travers des usages. Bon, là, il faut, là encore, les mêmes personnes et des usagers qui sont là, et des responsables de collectivités qui sont là pour apporter, à mon avis, le soutien politique extrêmement important pour une république comme la nôtre. Hein. C'est très fort, ce poids d'un État démocratique pour nos usages. Et puis, il faut aussi, vous voyez, s'engager avec une recherche de concepts toujours appropriée, modeste, mais je crois que la pensée d'Aristote nous guide bien pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup. C'est important. Donc, ça va être notre challenge de la journée, hein, c'est d'alimenter, je pense, ce qu'on vient d'évoquer. Moi, je retiens, on n'est pas en guerre. L'autonomie et le sens social, c'est notre nature. Et donc, comme ça, là, comment l'ensemble, finalement, de nos travaux vont venir contribuer à ces différents éléments. Parfait.